En fait, chez les libéraux, il y a une forme de courage pour eux à faire travailler les Français plus longtemps. Il y a un consensus dans tous les médias, point barre, sur la réforme des retraites, sur la dette, sur il y a trop de fonctionnaires. La pensée libérale, elle va d'une partie de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Mais là, on sentait comme une fin de règne. Il essayait de donner un aspect un petit peu comme si il avait quelque chose à proposer, mais très gênant. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Le média a tout changé ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur lemediatv.fr/newsletter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, on décrypte l'interview d'Emmanuel Macron, les défis de la France. C'est parti. Plus de 3 heures d'interview pour tenter de convaincre les Français. Emmanuel Macron était sur TF1 mardi dernier pour évoquer tous les sujets. Face à lui, tout type d'interlocuteurs, journalistes, syndicalistes, extrême droite, influenceurs. De la fin de vie à Gaza, le président de la République a aussi évoqué les questions économiques, finances publiques, TVA sociale, ArcelorMittal. On fait le point avec vous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le fond du propos, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de l'exercice auquel s'est prêté là Emmanuel Macron ? En fait, j'ai été un peu surpris parce que ça me fait penser à... Vous savez, il y a des anciens présidents, ils perdent les élections, ils se retirent, on n'en entend pas parler pendant 6 mois. Et là, souvent, ils font une très grande interview dans un journal pour expliquer, souvent défendre leur bilan, expliquer ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été président à la place du président actuel. Et souvent, il y a une grande émission qui suit. Et là, on a eu cette impression-là, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui n'a plus les manettes, qui défend quand même son bilan difficilement, qui a organisé un espèce de grand show avec une série d'influenceurs, de directeurs de think tank, Agnès Verdier-Moulinier, on a eu Thibaut InShape, on a eu Salomé Saké, enfin vraiment les uns après les autres comme ça passent et défendent leur truc et puis il essaye un petit peu lui de se défendre. Donc on avait vraiment l'impression plutôt pour moi d'un président qui faisait son émission après avoir quitté le pouvoir plutôt que d'un président en exercice. Donc je ne comprends pas, il n'a rien pu annoncer. Il n'a rien annoncé. Je ne vois pas pourquoi il a fait cette émission. Il ferait mieux d'accepter que sur la politique économique interne, il n'a plus la main. Et puis son bilan sera fait après. Il ne va pas être brillant puisqu'il y a eu des dérapages budgétaires, etc. Le chômage est en train de réaugmenter. Mais bon, il ferait mieux de se dire, voilà, on laisse le gouvernement faire ça. Et puis moi, je me concentre sur tout l'international. Et puis peut-être qu'il arrivera sur l'international à laisser quelque chose. Mais là, on sentait comme une fin de règne. C'était, moi, je trouve, assez laborieux et sur beaucoup d'aspects très gênant. Sans surprise, Macron veut entamer une réflexion sur le financement du modèle social français. Il faudra agir sur un certain nombre de renouvellements de fonctionnaires, déclare désormais Emmanuel Macron, qui précise qu'il y a des pistes et que le gouvernement est en train d'y travailler. Alors, les profs ne sont pas concernés, mais le président estime qu'on peut faire des efforts sur ceux qui suradministrent et que si on continue à simplifier, on pourra dégager des marges de manœuvre. Emmanuel Macron a parlé de 2 chantiers. Une conférence sociale sur le mode de financement de notre modèle social et une négociation sociale sur les évolutions du travail. Thomas, encore une fois, rien de surprenant, mais on comprend bien le projet qui est derrière là et qui est déjà en place en fait. Le projet est déjà en place et c'est déjà le projet d'Emmanuel Macron en 2017. En 2017, Emmanuel Macron il voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, dont 50 000 dans la fonction d'État. Policiers, armées, professeurs, etc. Donc on voit bien que son projet a toujours été quasiment le même. Ça a été un projet de réduire la part des fonctionnaires. Je pense que sur la fonction publique d'État, on ne peut pas aller plus bas. Donc reste aujourd'hui l'attaque très forte sur les fonctionnaires des collectivités territoriales, mais pareil, on se rend compte quand on va chercher, en fait, on va détruire des emplois publics pour réembaucher des emplois souvent privés. Donc, en termes d'économie sur la dépense publique, il y aura pas grand-chose. Donc, en fait, ils nous ressortent. La logique de fond est la même. Elle est la même depuis qu'on a connu Macron. Je dirais depuis 2015, 2016, elle est la même. Elle est la même depuis qu'il est président. Sauf qu'il faut trouver une façon de remballer. De mettre un nouvel emballage à cette idéologie. Et aujourd'hui, de dire on va organiser une grande conférence, c'est un petit peu comme le grand débat avec les Gilets jaunes ou un petit peu la convention citoyenne sur le climat. C'est-à-dire qu'on organise des choses et puis à la fin,
ça accouche toujours d'une souris et on vous dit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gains d'efficacité à gagner d'ici et de là. Ce qu'a d'ailleurs été toutes les réformes qui ont été prises à l'hôpital avec la tarification à l'acte et tout, elles viennent de ce mode de pensée et on connaît les effets que ça a eu. Et puis on va toujours vous dire qu'il y a trop de fonctionnaires et qu'il faut supprimer un fonctionnaire sur 2 qui partira à la retraite. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté depuis finalement Nicolas Sarkozy. Et après, ces fonctionnaires-là vont avoir des déficits sur les retraites. On va vous dire, regardez, il y a des déficits sur les retraites des fonctionnaires, c'est scandaleux, la retraite des fonctionnaires est scandaleux. Alors que la conséquence de ces déficits sera des choix politiques de non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2. Donc là-dessus, il y avait pareil, il n'y avait rien de nouveau. Il essayait de donner un aspect un petit peu comme si il avait quelque chose à proposer, mais c'est ce qu'il propose depuis le début et on en voit les effets, on en constate les effets sur le fonctionnement de l'économie aujourd'hui. Emmanuel Macron a été interrogé sur la réforme des retraites. Répondant à Sophie Binet, le président affirme qu'elle est beaucoup plus juste que vous le dites, qui avance notamment les carrières longues ou les dispositifs pour les personnes en situation de handicap, en évoquant l'augmentation aussi des petites retraites. Et sur le recul de l'âge légal de départ, je le cite, « Si on ne le réformait pas, on accumulait les déficits et cela permettra de dégager environ 17 milliards d'euros. » Thomas, c'est toujours les mêmes arguments. En fait, tu peux nous faire un petit point? Bien sûr, les arguments n'évoluent pas. Donc là, on est conscient, comme on l'a souvent dit ici, que la réforme des retraites n'avait qu'un seul but. Son but, c'était de faire des économies. C'est tout. Faire des économies et lui-même inventer ces économies-là. Alors même que la situation sur le terrain des salariés est complètement différente. Vous avez une grosse partie des gens qui continuent à travailler avec des problèmes de santé. Nous avons une grosse partie des gens qui n'arrivent pas, au bout d'un certain âge, à faire le même emploi et qui vous le disent d'ailleurs assez tôt. On a un travail, on l'avait dit la semaine dernière, qui délabre quand même très fortement, il faut en tenir compte. Et surtout, on a une espérance de vie à 60 ans qui n'augmente pas pour les femmes et très peu pour les hommes, ce qui fait que les 2 ans que vous prenez tout de suite, vous les prenez en fait 2 ans à la retraite, 2 ans d'années qui étaient à la retraite avant la mort. Il n'y a pas une évolution en vous disant qu'on passera le même temps à la retraite, c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est l'espérance de vie à la naissance, donc ça portera dans les 60 ans à venir. Donc grosso modo, les retraités doivent faire des efforts, les salariés doivent faire des efforts pour faire des économies. Et d'ailleurs, il rejoint là-dessus ce qu'a dit M. Bayrou, qui donne aux retraités la responsabilité de 50% de l'augmentation de la dette sur ces 10 dernières années, ce qui est parfaitement faux. Donc on est toujours dans la même rengaine. Et alors ce qui est marrant, c'est que pourquoi avoir organisé un conclave ? Non mais c'est vrai, pourquoi avoir organisé un conclave pour discuter des retraites si au fond, on vous dit, écoutez, il y a un cadrage macroéconomique, il y a un âge à respecter, et il y a le président de la République qui vous dit qu'il ne faut pas toucher l'âge, que l'âge est super. Ils ont fait basculer les socialistes comme ça. Oui, bien sûr. Eux, ils basculent assez facilement, moi, je trouve. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à avoir le vote des socialistes avec ça. Et puis après, la logique de fond est la même. Donc, comment on peut espérer que... Imaginons que même le conclave, par magie, il en sorte quelque chose où les gens disent, allez, on cède sur 63. Donc, on gagne quand même un an, ce qui ne serait pas, encore une fois, la chose la meilleure. Mais allez, imaginons qu'on regagne sur un an. Un an en plus... je suis sûr que moi, le président de la République dirait non et que le Premier ministre dirait non. Parce que, en fait, tout ça, c'est pour donner l'impression qu'il y a un débat, mais ce débat est contraint. Il est contraint, et là, le président de la République nous l'a rappelé. Alors qu'il aurait pu dire, écoutez, il y a un conclave qui a été mis en place, blablabla. Non, il vous a dit, l'âge, c'est très bien, il a donné son avis, et donc voilà, c'est ça. Donc on continue. Et le prochain président, moi, je pense, sera capable d'aller encore plus loin. En fait, chez les libéraux, il y a une forme de courage pour eux à faire travailler les Français plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Bien que les déficits des retraites, c'est très, très faible en termes de points de PIB, extrêmement faible, et qu'il y a beaucoup d'avantages à nos systèmes de retraite. Et que, de fait, même si on ne faisait rien, les pensions diminueraient. Déjà, elles diminueraient. Vous voyez, les taux de remplacement diminueraient. Mais il y a une volonté de voir comme si jusqu'où pouvaient tenir les Français. Donc, on va leur dire, allez, 67 ans, la prochaine fois, c'est ce que veut Édouard Philippe. Et on va voir si ça passe. Et pour eux, ça, c'est un signe de courage. Alors qu'en fait, non, le courage, c'est de dire on arrête tout. On arrête tout, on revient à 62 ans, parce qu'à 62 ans, c'est un âge de départ à la retraite qui paraît à peu près convenable, qui maintenait le fait qu'on ait un des taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde, et que même déjà avec les réformes Touraine, les pensions allaient diminuer, déjà. Donc, vous voyez, on était déjà dans une forme d'économie. Et après, moi, j'ouvrirai un débat sur des vraies questions, sur le vieillissement de la population française, qui va subir un choc démographique beaucoup plus faible que celui d'avant, nous l'avons déjà dit, mais qui va quand même vieillir, et qu'une société qui vieillit amène à un certain nombre de dépenses importantes de soins, d'accompagnement, et qu'est-ce que l'on veut faire de ça ?
Voilà, est-ce qu'on veut une société où des papys travaillent, où des papys n'ont pas accès aux soins aussi facilement, ou est-ce que l'on veut, ou est-ce qu'on veut une société où on accepte d'accompagner vers la mort, dans la dignité, nos seniors. Ça, c'est une vraie question de fond qu'il faudrait poser. Mais si vous coupez dans les budgets, c'est une façon lâche de le dire. Je coupe dans les budgets. Je ne parle pas du reste, on est obligé de le faire, mais c'est une façon de dire, écoutez, les seniors, les vieilles, les vieux, vous allez gagner moins d'argent et ce sera votre problème. On se dédouane finalement de la responsabilité qu'on a envers nos aînés. Sur ArcelorMittal et les 600 postes supprimés ou les emplois et ou menacés, Emmanuel Macron refuse de nationaliser. On rappelle que l'entreprise est rentable et a bénéficié de 300 millions d'euros d'aide en 2023 et l'État a promis 850 millions supplémentaires pour la décarbonation. Il promet tout de même de sauver les sites de Fos et de Dunkerque. Graphique à l'appui, Emmanuel Macron répond à Sophie Binet que depuis 2017, on a créé plusieurs millions d'emplois industriels. Et on voit qu'à partir de 2023, ça baisse. C'est ce que lui a répondu Sophie Binet, donc. Puis le chef de l'État parle encore de simplification des normes. Est-ce qu'on peut voir là que Emmanuel Macron s'enfonce encore et toujours plus dans la politique de l'offre alors qu'elle ne fonctionne pas ? Complètement. En fait, Emmanuel Macron a bénéficié d'un effet, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'un effet de rattrapage. Nous avons eu, en fait, après la crise 2008, nous avons mis grosso modo 8 ans à revenir à notre niveau de richesse d'avant-crise. C'est-à-dire que nous avons été en crise en 2008, nous sommes tombés très fortement, et puis à partir de 2016, nous sommes revenus au niveau d'avant-crise. Et c'est là qu'Emmanuel Macron est arrivé ensuite au pouvoir, a fait un certain nombre de réformes, certes, qui satisfaisaient l'offre, et que les emplois ont commencé à se créer. Mais il y a eu vraiment un effet de rattrapage, c'est-à-dire qu'on a eu 1,5 million de chômeurs en plus qui ont été rattrapés petit à petit avec la reprise d'activité. Donc c'est une reprise d'activité, en fait, ils bénéficient pas, enfin je veux dire, ces mesures ne sont pas les seules à avoir créé les emplois. Ils bénéficient d'un effet aussi de rattrapage de l'économie, qui aurait eu lieu aussi cet effet-là sans les mesures prises. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est certes due à ces mesures, qui est une politique d'offre qui a satisfait les entreprises, et une autre partie qui est due à l'effet de rattrapage. Donc on ne peut pas dire que les emplois créés sont dus uniquement à la politique de l'offre d'Emmanuel Macron, comme lui le prétend. Elles sont dues en petite partie à ça, mais pas totalement. D'ailleurs, les études montrent que les réformes fiscales qu'il a fait n'ont pas eu un impact majeur en termes de création, très loin de ce que lui affirme, ou ce que le MEDEF va affirmer en disant le CICE a créé 1 million d'emplois. Non, il y a eu 1 million d'emplois de créés depuis le CICE, mais qui ne sont pas dus tous au CICE. Le CICE, on a créé à peine 100 000. Vous voyez, 100 000 ou maintenus, créés ou maintenus. Donc la politique, elle a marché. Enfin, on peut considérer qu'il y a un moment où il y avait effectivement des créations d'emplois dues à ce rattrapage et dues en partie, mais beaucoup plus faible, à la politique de l'offre. Sauf que les lois travail permettent aux entreprises de licencier beaucoup plus facilement dès qu'il y a une perte d'activité. Or, le contexte géopolitique, qui n'est pas dû à Macron, pour le coup, qu'il a subi, font qu'aujourd'hui, il y a des incertitudes. Des incertitudes sur l'investissement, sur la croissance économique de court et même moyen terme. Et donc, que font les entreprises? Comme elles ont peur, elles n'ont pas de visibilité, elles licencient plus facilement. Donc, c'est ça. Souvent, je dis dans cette émission que le but de Macron était de finir avec des beaux chiffres. On l'a dit, et notamment un beau chiffre sur le chômage. Il aimerait bien finir à 5%, même si ce 5% de chômage aura été fait avec des réformes de l'assurance chômage, avec des radiations massives, avec des gens en emploi précaire, mais il aurait un chômage de catégorie A qui serait beaucoup plus faible pour dire j'ai fait baisser le chômage. Mais là, il ne l'aura même pas peut-être ça. Il ne l'aura même pas. Parce que le chômage a baissé, mais il remonte. Et pourquoi il remonte? Parce qu'il y a de l'instabilité et qu'aujourd'hui, les entreprises en instabilité, elles peuvent licencier très facilement grâce aux lois travail qui ont été votées quand il était ministre de l'économie et quand il a été président. Donc là, il se prend en fait le boomerang il se prend en pleine tête sa politique économique comme un boomerang. En fait, c'est qu'il a donné beaucoup au patronat. Le patronat lui a promis des choses qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu un moment, un petit peu de création d'emplois dû en grosse partie à l'effet de rattrapage. Mais aujourd'hui, la conjoncture s'inverse et les autres disent écoute, comme ça s'inverse, nous on dégraisse, on baisse les coûts pour préserver notre profit et donc on licencie. Et là, d'ici 2 ans, ça peut être long. Hein. Si l'instabilité continue, il sera peut-être revenu au taux de chômage qu'il avait quand il est arrivé au pouvoir. Et donc Macron partira finalement sans avoir les beaux chiffres qu'il voulait, avec une économie qui est beaucoup plus inégalitaire, et avec comme bilan que le fait d'avoir fait des cadeaux aux plus aisés, aux plus riches et aux grandes entreprises de notre pays. C'est ça le risque. Le déficit alors qu'il ne fait que de parler de déficit. Exactement. Et voilà. Et parlons de déficit. Il aura aussi creusé un déficit qui sera... Alors, j'aime pas, moi, ceux qui l'accusent complètement parce qu'il a vécu quand même 2 graves crises, et il faut le dire. Il a vécu la crise du Covid et la crise inflationniste qui ne dépendent pas de lui, qui ont creusé les déficits.
qui ont creusé le déficit. Mais malgré tout, il y a eu un très mauvais calcul de la part des autorités de Bercy sur le déficit, qui est une grave erreur. Donc il partira finalement avec un déficit où il y aurait une erreur de calcul très forte que nous devons encore aujourd'hui rattraper. Et il partira avec des chiffres du chômage qui ne sont pas si bons que ça, des chiffres de croissance pas si bons que ça, et une économie qui est beaucoup plus divisée, un pays qui est beaucoup plus inégalitaire. Et donc les seuls gagnants de sa politique auront été finalement, au final, les plus riches. Et il méritera bien son nom de président des riches. C'est comme ça que ça va se finir. Et c'est pour ça, je pense, qu'il fait ses émissions, pour défendre son bilan, pour dire non, il n'y a pas que ça. Vous voyez, François Hollande, par exemple, est parti. Enfin, il avait un bilan où il avait fait des cadeaux aux entreprises avec le CICE, avec les lois travail, qu'il avait compensé avec des baisses sur les dotations aux collectivités locales, avec des baisses sur les hôpitaux, etc. Mais il avait quand même réussi une chose, à avoir une trajectoire de baisse des déficits. Il avait réduit les déficits, il faut le dire. On arrive à la fin du quinquennat Hollande, il a quand même réduit le déficit. Il avait ce chiffre pour lui. Le reste, était catastrophique. Catastrophique, il avait trahi ses électeurs, etc. Mais il avait quand même réduit les déficits. Macron, bon, il n'a pas trahi ses électeurs parce qu'il a donné vraiment aux plus riches qu'il leur avait dit qu'il allait donner. Mais après, sur le reste, il aura probablement même pas les beaux chiffres qu'il espérait avoir. Sur les inégalités, Emmanuel Macron a encore avancé l'idée que taxer les riches, ça les ferait partir. Alors ça, c'est impressionnant parce que tous les chiffres montrent que quand il y avait l'ISF, c'est-à-dire l'impôt sur les riches, hein, les très riches, qui concerne quand même 1% de la population, et répétons-le, qui ont 25% du patrimoine, il n'y avait que 500 personnes qui partaient par an. Il y en avait 800 qui partaient, 300 à 400 qui revenaient. On était dans une moyenne de 500 nets, 500 départs nets. C'est-à-dire, grosso modo, 0,2% des assujettis à l'ISF. C'est pas énorme. Vous voyez, c'est pas la fuite, c'est pas 20%, c'est 0,2% qui partaient. Donc, c'était vraiment pas grand-chose. Les gens payaient l'ISF. Donc, en fait, les gens ne sont pas aussi mobiles qu'on le dit. Et ça a été montré dès le début par les économistes atterrés qui ont dit qu'il faut arrêter de dire que tout le monde part. Il y en a 500 qui partent par an. Et là, c'est très clair, parce que celui qui part, il ne veut pas payer les impôts en France. Donc, il se déclare comme quelqu'un qui est parti tout de suite. Parce que sinon, il paiera double impôt dans le pays où il va. Et donc, c'est très facile à mesurer. Bercy le mesure facilement, les chiffres sont publics. Donc on avait à peu près 500 personnes qui partaient. Effectivement, il y a eu peut-être un petit pic sous Hollande, mais très léger. Et effectivement, quand Macron est revenu au pouvoir, ça a diminué. Mais nous avons fait une réforme, nous avons perdu énormément d'argent. Pour 500, est-ce que ça valait le coup? Pour 0,2% des assujettis, je ne crois pas. Puis il y a toujours cette idée que sans les riches, le peuple... Ouais. Le peuple... Enfin, je sais pas, on s'en sortirait pas, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun ruissellement et qu'on l'a dit plusieurs fois, que les infimes plus riches paient moins d'impôts en proportion que les autres. Donc, Et qu'ils n'ont pas investi. Mais de fait, en tous les cas, on peut augmenter la taxation des plus riches sans que tout le monde parte. Ça, c'est faux. Et quand il y a eu l'ISF, ils ne partaient pas tous comme des fous. Et l'argument qu'avait déjà défendu Emmanuel Macron quand il avait réformé l'ISF, c'était qu'il voulait il voulait attirer plutôt les très riches plutôt que les faire partir, et qu'en baissant les impôts, ils allaient plus investir. Or, certes, un certain nombre sont revenus, parce qu'on avait le président de la République qui était très pro-business, mais la baisse d'impôts, c'est pas transformé en investissement. Donc à un moment, on ne peut pas se passer, on ne peut pas avoir au sommet, et là on suit les travaux de Zuckman, on ne peut pas avoir au sommet une forme d'impôt régressif avec des ultra-riches qui payent beaucoup moins que le reste de la population. Il va falloir à un moment rééquilibrer cette taxation. Et le rééquilibrage de cette taxation ne va pas les faire fuir, comme on dit. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit dans les chiffres. Donc, on ne peut pas s'interdire de mettre en place ce type de politique pour cette raison-là, qui n'a pas été démontrée scientifiquement. Et relancer l'idée d'une TVA sociale, même s'il n'a pas vraiment employé ce terme lundi dernier. Durant l'émission Les défis de la France, le président de la République a implicitement plaidé en faveur d'un tel projet. C'est ce que raconte Le Monde, je les cite, qui s'est procuré un document de travail où le Haut Conseil du financement de la protection sociale examine l'idée de baisser les cotisations sur les salaires et de remplacer ces cotisations par un surcroît de la taxe sur les consommateurs pour les biens et les services achetés. On connaît tous la TVA. Thomas, est-ce que c'est extrêmement inégal de faire ça dans le sens où la TVA n'est pas dépendante des revenus? On dit toujours que c'est la taxe des pauvres. Alors déjà, la première chose, vraiment, là, quand même, on nous a présenté Emmanuel Macron comme quelqu'un de novateur, etc. Et finalement, il nous ressort une idée qui a été constamment sortie,
qui était une idée de Nicolas Sarkozy, qui a été mise en avant par Borloo, qui a été d'ailleurs un échec électoral après, parce qu'ils ont perdu, je crois, il avait dit à la veille d'une élection, ils ont perdu une cinquantaine de députés. Donc c'était quelque chose, voilà, les Français, ils sont assez opposés, et à juste titre. Donc c'est pas une idée nouvelle. Et vous voyez déjà la question de se dire, est-ce qu'on peut financer notre sécurité sociale, notre modèle social avec de la TVA ? Déjà, rien que cette question-là est une question qui est politique, qui est un choix politique. C'est-à-dire que, allez, on veut plus des cotisations patronales, parce que cotisation patronale égale manque de compétitivité égale manque d'emploi, ce qui est parfaitement faux. Une analyse du Conseil d'analyse économique, et quand même, encore une fois, des économistes plutôt centristes, macronistes, certains ont fait parfois la campagne de Macron, avaient dit que les baisses de cotisations patronales, qui ont déjà été faites, n'avaient pas eu d'impact majeur sur l'emploi, ni sur la compétitivité à l'exportation. Donc, la recette est bien inscrite dans la tête, elle fait partie des raisonnements que beaucoup de libéraux ont, mais dans les faits, on n'en voit pas des résultats très importants. Donc ça, on ne veut plus que le patronat cotise et finance la sécurité sociale, c'est fini. Ensuite, on veut la financer par un impôt injuste, la TVA, qui va reposer sur tout le monde, et de manière parfaitement injuste, parce que, je veux dire, la TVA ne pèse pas de la même façon dans le budget d'un pauvre que dans le budget d'un riche. Dans les 10% les plus pauvres, elle pèse beaucoup plus que dans les 10% les plus riches. Et on met de côté toutes les questions, on l'a dit avant, de taxer les plus riches, taxer les entreprises. Alors ça, elles ne font pas partie du débat pour le financement de la sécurité sociale. Donc il y a quelque chose quand même de clairement injuste, quoi. Voilà. Et surtout, rien ne garantit, et ça il faut le dire, rien ne garantit que les entrepreneurs jouent le jeu. Parce que si on leur baisse les cotisations, imaginons on baisse les cotisations, et qu'ils soient sympathiques, ils disent cette cotisation, on la baisse, donc on va augmenter les salaires. Donc le prix, il va y avoir une compensation parfaite. Les salariés ont plus d'argent, il y a une compensation parfaite. Le prix qui va sortir du bien hors taxe sera le même, puisqu'il est compensé, la baisse de cotisation est compensée par une hausse salaire. Donc le prix hors taxe va être le même. Mais sur ce prix hors taxe, on va rajouter une TVA sociale. Et donc le prix TTC dans les supermarchés sera beaucoup plus cher. Donc ce qu'on va enlever, ce qu'on va donner à un salarié en lui augmentant les salaires, on va lui reprendre avec le prix TTC qui sera plus cher. Vous voyez ? Et ça, c'est que si dans le cas où l'entreprise joue le jeu. Voilà. Si elle joue pas le jeu, elle baisse les cotisations. Voilà, elle baisse les cotisations, elle touche pas au salaire. Elle touche pas au salaire et ça va dans les profits des actionnaires. Voilà. On sait très bien comment ça marche. Rappelle-toi, François Bayrou évoquait l'idée de faire un référendum à propos des finances publiques. Et bien même Emmanuel Macron est revenu sur le sujet et a décidé de ne rien s'interdire sur les référendums, sauf sur la question des retraites et de l'immigration aussi. Je le cite, « À chaque fois qu'on sera trop lent ou bloqué, on peut aller au référendum et je prends mes responsabilités. Cela pourrait être sur les grandes réformes économiques, sociales et éducatives. » Thomas, qu'est-ce que tu en penses de cette idée de référendum ? Parce qu'à la base, on pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais après, tout dépend de comment le débat est cadré. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, oui, ça dépend comment les questions sont posées, comment le débat est cadré. C'est bien d'interroger la population, mais il faut l'interroger avec honnêteté. C'est-à-dire que si le but du référendum est d'avoir une réponse concrète de ce que veulent les Français, c'est une bonne chose. Si le but, c'est de manipuler quelque part l'opinion des Français pour avoir le résultat escompté, et ne pas en tenir compte si on a le résultat inverse, qui s'est passé sur des référendums précédents, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et moi, ça qui me fait peur, c'est que je sais que les questions vont être mal posées. C'est-à-dire que si c'est une question un peu comme le grand débat avec les Gilets jaunes, où on part du principe que la question de la réduction des déficits à marche forcée, elle est obligatoire, alors que rien ne nous oblige de le faire aussi rapidement et qu'elle peut se faire de façon différente, les questions vont être des questions qui seront fermées. Et c'est un vrai problème. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une forme d'hégémonie culturelle des médias d'extrême droite. C'est-à-dire qu'ils vont marteler toute la journée, porter le débat, et ils ont une influence aujourd'hui majeure. Donc, j'ai pas confiance. Je sais que le débat serait maltraité. Sur la question... Nous l'avons vu, on a souvent parlé ici, sur les grosses réformes qui ont eu lieu, il y a un consensus dans tous les médias, point barre. Public, privé, tout ce que vous voulez, il y a un consensus. Sur la réforme des retraites, il y a un consensus. Sur la dette, il y a un consensus. Sur il y a trop de fonctionnaires, il y a un consensus. Donc, je veux dire, quelque part, et c'est triste à dire, mais la pensée libérale, elle va d'une partie de la gauche jusqu'à l'extrême droite. C'est la même pensée, et elle se retrouve partout. Donc, si vous faites demain un débat sur le déficit public, sur les retraites, etc., on sait comment il va être mené. Et là, pour réussir à convaincre, pour que les forces de gauche ou d'autres médias réussissent à donner un vrai avis factuel aux Français,
ça va être compliqué. Moi, je me plierais à la démocratie directe comme ça et je la trouve bien. Mais il faut expliquer aux gens. Voilà. Pourquoi le déficit, on peut le réduire moins vite? Est-ce que la dette est vraiment un problème? Est-ce que les investisseurs refusent de nous prêter de l'argent? Non. Tu vois, à partir de ce moment, est-ce qu'on ne se fait pas plus de mal en faisant des réformes difficiles alors qu'on pourrait faire autrement? C'est ça les vraies questions qu'il faut poser aux gens, avec des éléments factuels, pas avec des éléments faux, des éléments qui sont faux. Et quand je vois ce qu'a dit le Premier ministre sur les retraites, quand je vois ce qu'a dit encore Emmanuel Macron, on voit que quand même ils sont imprégnés d'une forte idéologie libérale qui va parfois à l'inverse de ce que peuvent montrer les études académiques sur le sujet. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et le média a tout changé, ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h, et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois, et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur lemediatv.fr/newsletter. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.